retraité depuis 2 ans de l'École nationale supérieure de l'informatique. Vous êtes originaire de Béjaïa, plus exactement de la ville nommée Akbadou. Grand Akbadou. Grand Akbadou. Surnommé par des Moudjahidines à l'époque Selon votre fille, qui est en train de étudier maintenant, oui. vous veillez toujours à inculquer à vos enfants la culture de la lecture et à chercher le sens des mots dans toute leur profondeur, qui fait voyager l'esprit de l'être humain très loin, avec le rythme et notions qui développent sa passion de la lecture. C'est le cas. Voilà. Depuis quand vous avez commencé à écrire? Enfin, l'écriture, j'écrivais depuis déjà 1900. Non, quand j'étais déjà au collège technique, en 1965. 65 et 69. J'étais au collège technique de Sigaï, village de Béjaïa. J'écrivais déjà des petits poèmes sous forme de chansons. Je les donnais aux chanteurs amateurs. Vous étiez chanté? Moi, je chantais uniquement pour le plaisir, pour d'autres, ils chantent pour de l'argent. Moi, je chante pour faire plaisir aux gens. Pour le plaisir. Alors, j'écrivais déjà des petits poèmes à cette époque. Et puis, quand je suis venu ici, je suis recruté le 2 novembre 1975, comme vous l'avez si bien dit, et on l'a donné une bonne information. Je suis recruté le 2 novembre 1975 pour exercer la fonction de dispatcheur, c'est-à-dire préposer aux entrées et sorties des travaux des étudiants. Alors, je faisais du mouvement. J'étais déjà un bon vivant, même quand j'étais au collège, à l'école primaire, etc. Alors, quand je suis arrivé ici, pour faire plaisir aux gens, je leur écrivais même des petits poèmes dans leur programme car. Parfois, c'est pour établir une amitié entre un garçon et une fille pour en faire une culture. Alors, le poème. Et ça réussit? Ça a réussi. D'ailleurs, j'ai réuni beaucoup de. Ah bon? Qu'est-ce que je faisais? J'écrivais un poème au nom du garçon dans le programme de la fille, ça va être à la fille, et un autre dans le programme du garçon, comme s'il est écrit par la fille. Et par la suite, ils se rencontrent. Ah, mais tu es un poète, qu'est-ce que vous dites? Et moi, c'est vous qui m'avez envoyé le poème dans la carte. Et vous, c'est vous qui m'en avez envoyé. Et puis, il y a un établissement d'amitié. Et voilà, ça commence comme ça. Et par là, ça a duré pendant longtemps, c'est ça qui s'est fait. C'était à leur insu alors? Je ne savais pas. Simplement, ils pensent, ils ont quand même un doute. Parce que quand je passe devant eux, je les regarde bien, parfois je leur laisse un proverbe, parfois je leur laisse une citation, parfois je leur raconte une petite phrase, comme ça je parle. Donc par la suite, ils ont le doute, mais ils ne le savaient pas. C'est au cours d'un gala que j'ai dévisé, etc. pour leur faire. C'est-à-dire je leur racontais déjà des blagues. C'est un gala, je leur ai chanté à l'époque Charles Aznavour, Jacques Brel et Henri Thomasin. Alors je leur chantais et en même temps je leur racontais des blagues. C'est entre-temps que j'ai glissé ce que je faisais auparavant. D'ailleurs, ça les a étonnés. Ils étaient surpris. Ah. Et puis c'est quoi la valeur de la plume et la feuille chez vous? La plume et la feuille, c'est une culture. Et la culture, comme on dit déjà, il faut cultiver. Pour se nourrir, il faut lire pour se cultiver. Donc, pour nourrir le cerveau. Et pour se nourrir le cerveau, voilà. La culture, c'est un ensemble de connaissances, c'est-à-dire qui regroupe plusieurs connaissances. On peut dire même que c'est la mère
langage, son école de comportement. C'est l'éducation. C'est l'éducation, c'est tout. L'instruction. Donc la culture, c'est comme une nourriture. Bon, à l'époque, la lecture, on apprenait comme étant une nourriture. Et tout, à l'époque, il n'y avait pas assez de... Les gens n'avaient pas assez à manger. C'était pas, on faisait bien. Donc qu'est-ce qu'on faisait? C'est la lecture. L'écriture et la lecture. Au point, c'était notre meilleure passion, au point où elle est devenue comme notre nourriture. On se nourrissait de la lecture. Donc il n'y avait rien à manger, lisant un livre, écrivant un poème, écrivant un récit. Entre-temps, tu oublies la faim. Tu te nourris, au lieu de se remplir le ventre, il faut se remplir l'esprit. Voilà. Avant le ventre. Voilà. Et puis, vous avez un livre qui vient de voir le jour. Oui. Il y aura un autre qui est intitulé poème, Poème, anecdote anecdote. de notre vie. Notre Toujours inspiré de ce livre. Voilà. Et il y a Que un autre pourriez-vous livre. nous dire sur Celui-là, avant tout, c'est-à-dire, je voulais laisser c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'écrivais depuis longtemps, mais j'écrivais pour le plaisir. C'est beaucoup plus pour amuser des jeunes comme ça, pour les divertir, pour les faire sortir de leur routine. Mais par la suite, après la retraite bien sûr, je dirais même que j'avais peur de la retraite auparavant. Parce que j'avais peur de l'oisiveté, rester sans rien faire, et l'oisiveté est mère de tous les vices, alors que j'en ai déjà un, la cigarette, alors j'ai peur d'en avoir d'autres. Et puis, même la nature ne pas le vivre. Mais finalement, c'est en sortant, c'est-à-dire 2 ou 3 mois après, l'idée m'est venue, je me suis dit, ouais, moi je vais avoir peur du tout. Je n'ai qu'à reprendre ce que je faisais auparavant, mais il faut le faire maintenant pour l'avenir. Il faut laisser survenir ces traces. Parce qu'il y a même, c'est-à-dire même dans le Coran, il existe. C'est-à-dire, il y a 3 éléments qui peuvent témoigner de l'existence de l'être humain. Il le disait, moi je l'ai entendu comme étant un proverbe chez les Chinois. Mais il existe au Coran. C'est-à-dire, c'est pour que l'être puisse faire preuve de son existence, il faut au moins avoir écrit un livre. C'est-à-dire, il faut planter un arbre, il faut élever au moins un enfant. Ce sont ces 3 facteurs qui peuvent témoigner de ton existence. Parce qu'un arbre, quand tu plantes un arbre, et tu en prends soin bien sûr, tu te préserves, il y a tous les gens qui passeront à côté, ils vont s'abriter, etc. Tu leur as rendu service. Et ces gens-là, même, ils vont te lancer des prières pour que Dieu puisse te préserver. Un enfant aussi, si tu as un enfant, ou si tu as eu un enfant, tu le fais grandir avec tendresse et affection, en lui donnant une éducation, etc., une orientation vers le savoir, tu as gagné quelque chose, tu as donné une vie à quelqu'un. Et à la fin, plus tard, c'est lui qui témoignera de ton existence. C'est-à-dire qu'il faut laisser une trace. Et écrire un livre aussi, parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la lecture élève l'âme. Absolument. Voilà. Donc, si l'idée m'est venue à partir de ça, je me suis dit, je dois laisser mes traces. De belles traces quand même, aussi bien pour mes enfants, pour mon entourage, pour la communauté universitaire, pour tout le monde. Quelqu'un peut-être, je commençais par des poèmes, parce qu'il y a un qui, c'est-à-dire les poèmes, ça dépend. J'en ai écrit plusieurs parce qu'il faut que celui-ci soit touché par celui-là, un autre sera touché par un autre. C'est-à-dire qu'ils toucheront les gens, chacun d'une autre façon. Et puis je me suis dit, après dure réflexion, par quel poème commencer, je me suis dit qu'il n'y a pas de plus juste et plus sage que de commencer un poème sur sa propre mère, celle qui m'a mis au monde, et il n'y a pas de plus cher au monde qu'une mère.
Et comme elle a trop souffert, donc j'ai écrit ce poème. D'ailleurs, je mets un avant-propos. Ce poème est avant tout un hommage à la mémoire de ma mère. À toutes les mères, surtout les veuves, pour le sourire, le réconfort, la tendresse et l'affection qu'elles ont su apporter à leurs enfants, tout en cachant leurs émotions. À toutes celles qui ont trop souffert pendant et avant la Révolution, en résistant au froid, à la chaleur et à la faim sans rien dire. À toutes les femmes en général, algériennes en particulier, qui ont fait preuve de leur dévouement à l'égard de leur foyer et de leur patrie. Après, j'ai développé le poème cher et dévouement. Moi, je n'avais que 13 ans quand mon père est décédé, mais j'étais déjà conscient de ce qu'elle attendait. D'ailleurs, on apprend à travers votre poème qui est dédié à votre mère. Oui. Qu'elle a fait beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire en écrivant sur ma mère, bien sûr, et en donnant cet avant-propos, c'est pour une sorte, je parle à toutes les mères. Plus spécialement votre maman. Voilà, j'ai choisi ce poème, après je me suis dit, après ma mère, qui viendrait, c'est mon père. Alors j'ai relaté la dernière journée de mon père. C'est-à-dire la veille, 63, a pris dans ses bras, il a tapé à l'école, il m'a arrêté, il a dit, il m'a dit, demain je vais décider. Mais, Dieu dans mon cœur, et d'autres personnes, il m'a donné des leçons. Des conseils pour et bien sûr pour avancer, pour réussir. La première chose qu'il m'a appris, il m'a dit dans la vie, le meilleur avocat, mon premier responsable, mon meilleur avocat, c'est ton travail. Faire ton travail sérieusement, il faut le faire dignement, il ne peur de personne. Et c'est vrai d'ailleurs, depuis 35 ans d'exercice avec dévouement, je n'ai jamais vu jamais vu d'or. Pourquoi? D'abord, j'aime mon travail, j'aime les étudiants. Donc, je pars à l'avance, je sors en retard, et toujours avec les étudiants. Et comment vous sentez en ce moment-là? Vous allez continuer votre chemin sans votre père? En ce moment-là? Oui, j'en avais besoin au début, bien sûr, mais c'était ça, c'est grâce à ces leçons. Et puis ces conseils, donc, il m'a prodigué des leçons, c'est-à-dire qui m'ont servi de réussite. C'est grâce à ces leçons que je n'ai pas peur de la vie. Au contraire, je vois la vie heureuse. Et puis après sa mort, même ma mère aussi, parce qu'elle a hérité de mon père, elle a appris beaucoup de choses, et elle m'a appris aussi ce que mon père ne m'a pas dit. Donc, en la voyant se déplacer de village en village, et tous les villages sont situés sur des hauteurs, avec une machine à coudre sur son dos, à la recherche d'une robe à coudre ou d'une pyjama à pratiquer, en échange d'un peu de blé au dehors, parce qu'il n'y avait pas d'argent à l'époque. Et puis le soir, elle revenait avec un sac sur sa machine, soit du blé, soit des tomates, soit des oignons, soit des légumes. Et puis parfois avec 2 œufs, une pomme de terre, etc. Et puis elle revient fatiguée, épuisée. Malgré ça, elle ne faisait que partager et qu'elle a ramené avant même de se reposer. Elle ne dormait. Tellement sûr. Oui. Vous étiez combien? On était à l'époque 4. 4 bouches à midi. Ouais. Garçons? 2 garçons et 2 filles. Alors, ce qui est faisait, même quand elle nous fait endormir, elle nous chantait ses propres, elle nous redonnait ses propres chansons. Ah, mais donc c'était un don que vous aviez héritier. Oui, c'est un don de ma mère. Et puis parfois, une fois, je me suis dit, quand on dort, qu'est-ce qu'elle fait ma mère? Elle sourit toujours, elle te montre toujours la bonne mine, etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand on dort? Eh bien, j'ai fait une fois, une nuit, j'ai fait semblant de dormir. Et puis, juste au moment où je me suis dit, c'est sûr que
j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. Elle est restée à côté de l'ouverture. C'était là, je la voyais, en train de pleurer, de m'entendre dire, est-ce qu'on dirait que la fin de la misère, est-ce qu'on dirait que mon fils est en vie, ils sont touchants de ça. C'était là, j'ai Derrière appris. cette force, il y a, Oui, finalement, il y a une vraie c'est les faiblesse. forces. Oui. Et puis, je me suis dit, bon, en m'inspirant de la vie de mes parents, j'ai su aussi apprendre à vivre comme ça. C'est-à-dire que la misère qui Oui, vous a motivé. parce que la misère, elle forme l'homme. Et c'est comme les voyages, ils forment la jeunesse, la misère forme l'homme, et la vie forme les gens. C'est une grande école. Et c'est-à-dire maintenant, vous avez longtemps depuis que vous êtes mis à écrire ce livre. C'est-à-dire c'est peut-être des recueils de textes que vous avez déjà écrits, mais pourquoi jusqu'à maintenant c'est publié? Pourquoi il ne s'est pas apparu depuis Non, longtemps, c'est-à-dire, depuis votre jeune âge? pour ce livre et le prochain, parce que c'est juste quelques mois avant ma sortie à la retraite, que j'ai commencé à écrire comme ça, je dis, sérieusement, et pour laisser les traces, etc. Alors là, vous Donc, avez eu mais beaucoup plus de temps. ce qui m'a retenu, ça a trop tardé au niveau de la commission de lecture. Il est resté 9 mois. Oui, 9 mois au fond de la commission de lecture. Bon, c'est vrai, la commission l'a accepté, l'a apprécié, mais ça a trop duré. Donc maintenant, il y a un autre peut-être, je dis peut-être parce qu'il risque de tarder plus. Celui-là, ce n'est pas étonnant, c'est peut-être le mois de septembre. Celui-là, il est intitulé des bribes de vie, des tranches, des bribes, et des tranches de vie. J'ai décrit des vies des uns et des autres, c'est-à-dire en résumé. Pour faire C'est des pas petits des récits. textes comme celui-là. Il y a un peu, c'est-à-dire parce qu'il y a deux histoires dans ce livre qui vont apparaître. C'est l'histoire d'un jeune couple, d'un merveilleux couple d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est-à-dire celle qui m'ouvrira la porte. C'est celui qui n'aimait pas les garçons, bien qu'il n'en avait l'espérance d'en avoir, il n'avait rien, il n'avait ni fille ni garçon. Et puis un beau jour, quand sa mère a mis au monde un enfant, c'était tué. Mais comme elle a eu un problème avec sa femme, parce qu'ils se sont disputés, et un jour, son père est venu pour dormir. Sa femme n'avait pas de bon. Elle a été profondément touchée. 2 mois après, on frappe à la porte à la même heure comme par hasard, la nuit. C'est sa femme qui est venue ouvrir, lui a dit c'est qui est-ce? Lui a dit c'est ma mère. Lui a dit puis après, laisse-la frapper à la porte et puis elle finira par s'en aller comme mon père. Lui a dit, oh, ça va peine, c'est ma mère. Viens voir comment il est, les joues ridées, le visage déformé, etc., courbé. Il va envoyer ma mère. Et là, Amadou, elle a roulé, lui a joué un peu, elle a fait rentrer sa mère. C'est là qu'il a été enlevé. Sa mère, et puis le jour où elle a eu une fille, donc il est allé la voir à l'hôpital, un bouquet de fleurs, il frappe. Alors il y avait la sage-femme qui parlait avec il lui a ramené une petite fille, et bien voilà, qui vient d'avoir une petite fille, elle a fait une triste. Et elle a dit, je ne comprends pas, vous avez l'air triste. Il m'a dit, c'est que mon mari n'est pas ici. Vous m'avez dit que votre mari était un cadre d'État. Vous dites
Il n'a pas décidé, il a dit non, maintenant, il n'a pas décidé. Le voilà qu'il est rentré avec un beau pêcheur. Alors, bonjour mesdames, ça va, qu'est-ce qu'il y a eu? Là, il hésitait. Il a dit, mais dis-moi, c'est une fille ou un garçon? Il a dit, justement, c'est une fille. Il a dit, c'est une fille. C'est sûr que c'est une fille. Il a regardé, il a dit, il a l'air content. Il lui a dit, dis-moi simplement, est-ce que c'est une fille? Il lui a dit, ah, voilà. Puis il l'a prise dans ses bras, il lui a donné une douce bise. Il lui a dit, madame, chère madame, ce beau qui pleure, je ne vais pas te donner. Je vais le donner à la sage-femme. Toi, je te ramènerai un jardin. Et puis il lève les mains en haut. Il lui a dit, oh Dieu le Tout-Puissant, et digne d'adoration, je vous remercie de pour m'avoir donné une fille, celle qui m'ouvrira la porte en Jésus. Et merci, pardonnez-moi pour avoir négligé mon frère. Finalement, c'est cette fille qui lui ouvrira la porte un jour, celle qui vient là. Parce que sa femme, elle a ouvert la porte à sa mère, lui aussi, il a une fille qui lui ouvrira la porte un jour. Parce que les filles, elles sont toujours reconnaissantes envers elles. Vous étiez recruté à l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans. Et sur le livre-là, il y a une photo, tous les clients de la femme, j'ai 27 ans. J'ai travaillé sur un Mitra 15, une petite machine, qu'on appelle le Mitra 15. Et qu'elle se trouve aussi au dispatching. Oui, déjà on la voit, elle n'apparaît pas très claire sur le livre, mais vous étiez très très jeune. J'avais 27 ans, parce que c'était du 77. C'est-à-dire que vous avez passé une partie très importante de votre vie. Et cette photo, c'est moi qui l'ai développée. Ah. Parce qu'il y avait un photographe ici à l'époque, Machoun, d'ailleurs il est des étudiants en éducation ici. Comme lui, il est un excellent professionnel, mais il est un peu, c'est-à-dire il n'est pas du genre à vendre des photos, la présenter des photos. Moi je lui ramène des cours des photographies, etc. Et moi je vends les photos parce qu'il avait une petite chambre au bloc pédagogique, qui est là dans le jardin. Il les photographie, et puis le soir, il y a des photos développées ensemble. Et moi je lui vends des photos au prix estudiantin. Oui, c'est moi qui les vends. Mais c'était la plus belle. Donc vous êtes passé par des générations de générations. C'était durant les années 70 en général, c'était des années d'or de la vie. Maintenant, que pourriez-vous dire aux étudiants, enseignants, travailleurs de l'école qui sont quotidiens? Moi, je leur ai dit déjà à chaque fois, c'est-à-dire l'enseignement, c'est comme la médecine, l'enseignement et le droit. Ce sont des nobles fonctions. Un enseignant doit assumer pleinement sa noble fonction. Parce que l'avenir de l'étudiant repose sur lui. Donc il doit lui donner un message, il doit c'est-à-dire répondre à son besoin, en lui assurant quand même une formation qui peut lui passer son avenir qui est en jeu. Je ne sais pas, d'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que de mauvais enseignants. C'est-à-dire, comme on dit, nul élève, nul celui qui ne dépasse pas son maître. Donc implicitement, nul enseignant, nul celui qui ne fait pas dépasser par ses élèves. Donc c'est complémentaire. Ouais, c'est un honneur. Ouais, c'est un honneur d'être dépassé C'est une chaîne. Voilà, c'est un honneur d'être dépassé par son élève. Donc c'est vraiment un sage. Il a su c'est-à-dire, assumer sa fonction pleinement. Il lui a donné satisfaction. Et puis c'est toujours un plaisir de voir un étudiant qui se développe, qui
Mais par la exemple, ville qui réalise des... oui, un étudiant, exactement, réussites. c'est-à-dire quand il réussit, si l'honneur revient d'abord à l'enseignant, et puis à lui, ses parents, et implicitement à la patrie. Parce que l'avenir, c'est ce pays qui lui a donné quand même la chance d'étudier aussi. Donc l'honneur revient à sa patrie, et lui, il servira sa patrie. Implicitement, quand tu apportes le progrès à ton propre foyer, implicitement tu l'as apporté à toi-même. Donc c'est une chaîne. Est-ce que vous imaginez vivre loin de l'école? J'avoue que je ne sais pas. Bon, On vous quand voit on n'a pas toujours l'achat, ici comme si oui c'est vrai, quand on n'a pas le choix, il faut s'y faire. Peut-être je vais souffrir quelques temps et je finirai par m'y habituer. Mais pour l'instant, j'avoue qu'il m'est difficile de vivre sans la communauté. Parce que c'est avec eux que j'ai passé la plus grande, j'ai passé la plus grande partie de ma vie. Donc je les considère comme compagnons de voyage. Donc comme je l'ai dit, les voyages forment la jeunesse et la communauté universitaire nourrit l'esprit, c'est-à-dire qu'il même rajeunit. On se sent toujours jeune. d'ailleurs, même pour nous, on ne peut pas imaginer les vies, mais ils sont en milliards. Merci beaucoup, c'est un compliment. Sans Mais se c'est un sourire peu de bon matin. des étudiants, non. La communauté universitaire, c'est autre chose. D'ailleurs, il y a même un philosophe qui a dit je donnerai 20 ans de ma vie juste pour redevenir étudiant. La phase estudiantine, c'est comme le printemps. Voilà. C'est-à-dire où l'étudiant est comme un papillon. Il croit sur toutes les heures, il vibre, etc. Sans l'énergie. Et oui, d'ailleurs, moi, je leur ai conseillé, je leur ai dit, vous pouvez vivre votre phase estudiantine parce que c'est la meilleure. Vous allez la voir, Il faut profiter pleinement de cette période. Par contre, bien sûr, il faut essayer de travailler en parallèle, c'est-à-dire pour joindre l'utile à l'agréable, parce qu'un jour, il n'y a que cette phase que vous allez regretter. Et c'est elle qui parlera de vous. C'est comme j'ai écrit un passage où j'ai dit nous sommes tous des esclaves de la vie et des mendiants de l'amour. Mais c'est-à-dire cette vie nous a roulé. On joue des coups. Quand on était jeune, on se dit que ce n'est rien, on s'adonne au voyage, on se compte des vagabonds sans rivage, voyager sans bagage. Donc on faisait tout et on ne faisait pas attention à cette vie qui finalement elle nous a roulé, elle nous a mené en bateau. Ce n'est qu'une fois que je lis, maigri, conquis, etc. Et puis on se disait, au moment où on s'est rendu compte de l'importance de la vie, il ne restait qu'un seul voyage à faire, c'est son bagage. Et puis, quand on arrive à cette phase, c'est là qu'on se dit, c'est-à-dire que finalement, il y a des souvenirs d'enfance, et les meilleurs souvenirs d'enfance et de jeunesse qui nous tiendront compagnie, de consoler, de réconforter avant de grandir. Parce qu'un jour, quand on aura vieilli, on est là, on n'a pas de propre vie, on vit de son passé. Donc, vivre de son passé. Si on a un rêve, je connais le jour, et tu dis, à quelle époque tu travaillais à l'église, on dansait au foyer, il y avait des filles, il y avait des petites là, il y avait des galas, et puis on tendait la main à n'importe quelle fille, elle venait danser sans aucun complexe. Aussi, elle vient de la part du garçon ou d'elle, ça se passait à l'amiable, et ça dans l'ambiance intime. Si on vit de ces choses-là, qui nous tient compagnon maintenant. Donc il faut vivre le présent, qu'on aura de bons souvenirs à l'avenir.
Bien sûr, c'est-à-dire faut vivre C'est-à-dire un ne pas bon, s'attacher juste se faut soucier vivre juste une de bonne l'avenir. jeunesse pour s'en servir à la vie. C'est-à-dire faut bâtir notre avenir Voilà, voilà, il au faut présent. construire son avenir bien sûr, au présent. Comme on dit, si le passé, je parle le passé quand il va venir. Non, Alors, ça notre sert à rien. avenir, quand on sera vieux, ça, ces petits souvenirs. Et les souvenirs, généralement, sont ceux qui nous réveillent, qui nous éveillent. Absolument. Pour une dernière question. سكسوس الخضراء. سكسوس الخضراء. C'est le oui. Ça vous dit quelque chose? C'est avec des légumes, riche en légumes. Et les légumes, c'est très important. Oui. Mais l'été, c'est-à-dire je préférais plus ma mère préférait. Parce que ma mère, ont une certaine attachement à la cuisine. La cuisine, un art. Meilleur cuisinier d'ailleurs, président donc la cuisine, c'est un art. Ma mère, donc, s'y prenait sur le plan. On vous remercie Amélia pour le temps que vous nous avez accordé pour cette discussion. Bien, moi aussi je vous remercie parce que c'est un honneur de faire part de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu au sein de cette grande école. C'est-à-dire qui a formé quand même plusieurs générations d'ingénieurs, de docteurs, qui sont, bien sûr, qui détiennent des postes très importants, aussi bien ici qu'à l'étranger. Et c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est là où j'ai passé ma vie. Et c'est grâce à la communauté universitaire que je me suis mûri l'esprit et que je me retrouve toujours en forme. Et parce que c'est comment on dit, pourquoi on dit la culture, quand la culture quand elle est bonne. Parce que la culture est l'unité, l'unité. Donc c'est-à-dire les liens d'amitié que je me suis fait ici au sein de cette école peuvent me servir jusqu'à la fin de ma vie. Je ne regrette pas d'avoir travaillé pendant 35 ans ici. C'est une fierté, c'est un honneur et m'a été bénéfique sur tous les plans, vis-à-vis de ma conscience, vis-à-vis des étudiants dont je garde toujours leur esprit, leur intimité, leur gentillesse. Et c'est-à-dire, ça m'a donné, et je suis encore toujours humoriste, c'est quand même un grand plaisir. J'espère que ça va durer très